L'invité politique de France Info ce matin est Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé. Jean-Michel Apathy. Bonjour Agnès Buzyn. Bonjour. Nicolas Hulot, le ministre le plus populaire du gouvernement, a démenti hier sur BFM, avant même sa publication d'ailleurs, une enquête du journal L'Hebdo, une enquête qui l'accusait de harcèlement sexuel et puis aussi d'un cas de violence sexuelle. Et je vous propose d'écouter le démenti de Nicolas Hulot. On sort la botte secrète, l'arme infaillible. Celle qui blesse, celle qui tue, celle qui crée la suspicion, on touche. À mon honneur, il s'en remettra. Il touche à ma famille, à mes enfants. Et là, je vais remettre les pendules à l'heure. Je dis stop, parce que le journal en question, demain, va évoquer deux affaires, j'allais y venir, qui n'en sont pas. Voilà, donc le journal demain, c'est le journal qui sort aujourd'hui, qui s'appelle L'Hebdo. Comment vous avez réagi en prenant connaissance de tout cela, et notamment de la prise de parole de Nicolas Hulot, Agnès Buzyn ? Ça m'a touchée. D'abord, Nicolas Hulot est une personne extrêmement authentique, extrêmement appréciée, non seulement par les Français, mais par l'ensemble du gouvernement. Je pense qu'il a été très profondément blessé. Et je comprends sa douleur face à des insinuations, parce qu'en fait, le journal n'apporte pas de faits. Il insinue, il colporte une rumeur sur des faits qui ont été classés sans suite. Vous avez lu le papier ? Pardon ? Vous avez lu le papier ? Non, pas ce matin, mais le journal Hebdo cherche à faire aussi le buzz. C'est un nouveau journal, c'est difficile quand on crée un nouveau journal d'exister sur la place de Paris. Ça lui permet aujourd'hui d'être connu des Français. Enfin, vouloir exister ne justifie pas que l'on s'affranchisse de toutes les règles de quelque métier que ce soit, et je ne sais pas si d'ailleurs l'Hebdo l'a fait. Alors l'Hebdo rapporte un fait, ceci dit, une jeune femme en 2008, donc elle a 30 ans, éprouve le besoin, en sachant, dit-elle, c'est son père exactement qui le raconte dans l'Hebdo, que les faits sont prescrits, elle éprouve le besoin de porter plainte pour que quelque part l'histoire de la relation qu'elle a eue avec Nicolas Hulot soit consignée. Donc peut-être y a-t-il volonté de nuire, peut-être y a-t-il une souffrance. Et depuis l'affaire Weinstein, on nous dit il faut écouter la parole des femmes, parce que c'est difficile de prendre la parole. Il y a la culpabilité, il y a la honte, donc il faut écouter la parole des femmes. Et là, visiblement, on ne dit pas cela. Pourquoi ? Alors, d'abord, les témoignages sont anonymes, donc c'est compliqué. Bien le nom sûr, est connu maintenant. Hein. Il n'est pas cité dans l'Hebdo, mais il est connu. Il est connu peut-être par les journalistes, il n'est pas connu de moi en tous les cas. Il est écrit dans Le Parisien, par exemple, ce matin. En l'occurrence, il faut évidemment écouter la parole des femmes. Il faut aussi que les faits soient avérés, parce que c'est aussi possible d'accuser sans preuve. Donc, moi, je ne peux pas évidemment juger de la sincérité de la parole de cette femme, et je ne souhaite pas d'ailleurs commenter au-delà. La parole des femmes se libère, c'est très bien. Que les faits soient, quand ils sont répréhensibles, jugés, c'est très important. Là, c'est une affaire classée sans suite. La personne n'a pas souhaité porter... prescrite. Elle n'a pas été classée sans suite, elle était prescrite. Mais ce que j'ai compris de cet article, c'est qu'elle n'avait pas souhaité porter plainte et qu'elle avait attendu les 10 ans. Donc elle avait attendu les 10 ans pour que le fait soit consigné quelque part sans qu'il y ait une enquête. Oui, c'est quand même troublant. C'est-à-dire qu'elle n'a pas voulu porter plainte. Non. Parce que si elle avait voulu porter plainte, elle n'aurait pas attendu les 10 ans de prescription. Absolument. Donc c'est une drôle de démarche. C'est vrai, mais je le répète, on nous a beaucoup dit après l'affaire Weinstein, mais peut-être à tort, que les femmes étaient confrontées à une telle douleur, à une telle difficulté, que ça pouvait expliquer ce genre de situation. On sait même qu'il y a une majorité de femmes qui subissent ces violences, qui ne portent pas plainte. C'est malheureusement une chose qui est établie. C'est évident que la parole des femmes n'a pas toujours été écoutée, et que l'affaire Weinstein et la prise de conscience collective va permettre que cette parole soit entendue et que certaines plaintes puissent être suivies des faits. Et donc je pense qu'il y a quelque chose de très positif, évidemment, dans ce qui se passe en ce moment. Est-ce que vous avez un doute sur cette histoire ? Je fais confiance dans la parole de Nicolas Hulot parce qu'il a été clair et qu'il m'apparaît sincère. On dit qu'il était très affecté hier lors du Conseil des ministres. Il était affecté. Nicolas Hulot est quelqu'un d'extrêmement sensible, très sincère, très authentique. Il parle très souvent de sa famille, de ses enfants, parce que je crois qu'il est très, très attaché à ce qu'il a construit autour de lui.
Et je suis triste pour lui de savoir que tout le monde souffre autour de lui. Par ailleurs, il fait un travail remarquable au sein du gouvernement. Il a donné une vraie vision de l'écologie politique, non seulement pour la France, mais à l'international. Il est extrêmement écouté au sein du gouvernement, il a un poids, et il ne faudrait pas que cette affaire déstabilise son pouvoir politique, parce qu'il est en train de changer la donne sur le plan de l'écologie. En tout cas, il a enregistré hier le soutien, il enregistre le vôtre ce matin, mais dès hier, le soutien du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement. C'est le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, qui l'expliquait après le Conseil des ministres. Il n'y a pas d'affaire, il y a des rumeurs. Donc le président de la République a assuré Nicolas Hulot de son entier soutien, tout comme l'a fait le Premier ministre et je crois l'ensemble des membres du gouvernement. Donc voilà, c'est la même procédure d'ailleurs que pour Gérald Darmanin, qui lui aussi est contesté. C'est un air du temps, ça fragilise l'action gouvernementale. Comment on gère tout ça? On ne sait pas trop, on n'a pas beaucoup de repères par rapport à tout ça. Bon, quand on découvre le monde politique, on sait qu'on va être la cible d'attaque. Et plus on est connu, c'est le cas de Nicolas Hulot, plus on est écouté. Gérald Darmanin fait une carrière formidable au sein de ce gouvernement. À l'Assemblée, il fait un travail remarquable. Plus on est susceptible d'être pris pour cible. Donc, ce n'est pas très étonnant que ces affaires sortent sur deux personnes très appréciées dans le gouvernement. Après, tout est bon pour la déstabilisation. Et aujourd'hui, c'est un complot ? Non, non. Vraiment, je déteste la théorie du complot, mais il est évident que la moindre suspicion, la moindre affaire qui peut toucher un membre du gouvernement, notamment lorsqu'il est connu, va prendre une ampleur médiatique parce que certains cherchent à l'utiliser politiquement. Je ne crois pas qu'il y ait une théorie du complot derrière et des manipulations de qui que ce soit. Dans l'hebdo, je renvoie les lecteurs au magazine s'ils le souhaitent. Nicolas Hulot répond par écrit à des questions du journaliste qui a fait l'enquête. Et dans l'une de ses réponses, Nicolas Hulot dit « Je me demande qui vous a donné ces informations dans le but, peut-être, dit-il, il le formule à sa façon, de m'empêcher de poursuivre mon action politique. » C'est possible. Bon, l'hebdo a été fondé par un ancien ministre. Thierry Mandon. Thierry Mandon, qui a quitté le gouvernement en 2012, donc il connaît bien l'impact de ces affaires sur un ministre et un homme politique. Donc il l'a fait en sachant ce qu'il faisait, en publiant ce type d'informations. Et vous, que voulez-vous dire en disant cela? En règle des comptes? Non, je m'interroge. Là, vous avez un doute? Là, j'ai un doute, parce que Thierry Mandon était un ministre du gouvernement précédent, qui n'était pas extrêmement connu comme Nicolas Hulot peut l'être aujourd'hui. Et donc, il sait exactement l'impact que cela va avoir. Et je pense que là, il y a un vrai choix stratégique de l'éditeur de ce journal. C'est dit. C'est clair. Vous restez avec nous. Agnès Buzyn, il est 8h41. Voici l'essentiel de l'info. Edwige Coupez. Nouvelle chute de neige ce matin. Les premiers flocons sur la Normandie et l'ouest de l'Île-de-France. D'ici une heure, a priori sur Paris. 27 départements au total en vigilance orange du nord à la Corrèze. Les automobilistes sont priés une nouvelle fois de laisser leur voiture au garage. La N118 est toujours fermée. Circulation interdite aussi sur la Nationale 1 dans le Val d'Oise. Et les poids lourds n'ont pas le droit de rouler. Reconnaître un statut de la Corse dans la Constitution. Eh bien, l'unique concession d'Emmanuel Macron aux nationalistes est approuvée par les 2/3 des Français. C'est ce que montre un sondage d'Ensu Consulting pour France Info et Le Figaro. Et la moitié de ces sondés estiment aussi que le président a eu raison d'être ferme et de rejeter les revendications des dirigeants corses. Les bons débuts de Perrine Lafont au JO de Pyeongchang. La Française de 19 ans a terminé première des qualifications en ski de boss cette nuit, quelques heures avant la cérémonie d'ouverture. Ce sera à midi, à suivre en direct vidéo sur franceinfo.fr. Une nouvelle plongée des cours hier soir à Wall Street. Encore 1000 points de perdus pour le Dow Jones, en baisse de 10% en 2 semaines. Après des mois d'euphorie, les investisseurs craignent en fait un retour de l'inflation et une remontée des taux. Les bourses asiatiques ont suivi la tendance ce matin. France Info. Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé, et l'invité de France Info, Jean-Michel Apathy. Beaucoup d'hôpitaux souffrent en France d'un manque de moyens. Les EHPAD, il y avait une manifestation et des grèves la semaine dernière, c'est-à-dire ces établissements où on accueille des personnes très âgées, souffrent-elles aussi d'un manque de moyens? On dit que la psychiatrie en France est pratiquement naufragée par manque de moyens, et c'est un effet curieux de l'actualité.
Je vous propose de regarder, je vais la lire à la une du Monde. Hier, la France relance ses dépenses militaires. 300 milliards seront dépensés d'ici à 2025. On trouve plusieurs milliards par an pour arriver à faire cet effort, dont s'est félicitée hier, à l'issue du Conseil des ministres, la ministre de la Défense, Florence Parly. Pour réussir ce renouveau, nos armées avaient besoin de moyens exceptionnels, à la hauteur des enjeux et de nos ambitions. Ces moyens sont là. Le cap a été fixé très clairement par le président de la République. La France consacrera 2% de sa richesse nationale à la défense d'ici 2025. Quand il y a une volonté politique, on trouve des moyens. Et quand on est à la tête de la santé en France, où les moyens font si cruellement défaut, je me disais, on est peut-être jaloux de la ministre de la Défense ce matin, Agnès Buzyn. Alors, on peut parler évidemment des moyens, mais je rappelle quand même que la France dépense 12% de son produit intérieur brut en dépenses de santé. C'est beaucoup plus que tous les pays de l'OCDE. Alors certes, on a une médecine excellente, de qualité, mais la moyenne des pays de l'OCDE, c'est 9% du PIB. Donc, les prélèvements sociaux sont beaucoup plus importants aussi dans notre pays. Ils sont beaucoup Donc, plus il faut bien mais je ne suis pas sûre qu'on les retrouve ensuite dans les dépenses. C'est normal. Vous comprenez ce que je veux dire? Non, mais c'est normal. Si dans les autres pays, on dépense, on prélève moins, on laisse aux gens le soin de payer leurs soins. Je ne suis pas sûre qu'on soit moins bien soigné en Allemagne ou en Espagne ou en Italie qu'en France. Or, les dépenses de santé sont beaucoup moins importantes, ce qui prouve qu'on a un manque d'efficience de notre système et que peut-être qu'en le réorganisant, en permettant moins de gabegies, parce qu'il y en a, on aurait moyen de beaucoup mieux rémunérer les professionnels, voire faire des investissements dans les établissements qui en ont besoin, tout en n'augmentant pas indéfiniment les dépenses de santé. Ce que je veux dire, c'est que 12% du PIB, nous sommes le 5e pays de l'OCDE en termes de dépenses de santé. Et l'état de santé des Français n'est pas si excellent que ça. Nous avons notamment une durée de vie qui est longue, mais pas en bonne santé. Vous connaissez bien le système hospitalier médical en France. Vous avez fait votre carrière professionnelle dans ce secteur. Vous pouvez dire, parce que peut-être des infirmiers, des médecins nous écoutent, il y a de la gabegie à l'hôpital? Pas à l'hôpital. Je dis que globalement, notre système de santé est mal organisé, mal structuré pour répondre aux besoins de santé des Français. Alors, à quel endroit du système est la gabegie? Partout, en fait. Aujourd'hui, notre système a été conçu pour traiter les maladies aiguës. Il a été conçu avec beaucoup d'hôpitaux, il a été conçu après-guerre, et les besoins de santé des Français ont totalement changé. On a besoin maintenant de soins pour les maladies chroniques, de prise en charge avec de nombreux professionnels autour du malade, et pas seulement des médecins. Et on voit bien que notre système ne favorise pas les coopérations entre professionnels, que les examens sont faits à répétition, parfois inutilement, parce qu'on n'est pas capable de se donner des informations entre l'hôpital et la ville, ou entre professionnels de santé. Donc il y a de la perte en ligne partout. Et c'est cette perte en ligne un peu comme un tuyau percé. Et c'est là-dessus que je veux travailler, plutôt que de rajouter de l'eau dans le tuyau, essayer de colmater les brèches. Et ça va être mon enjeu des prochaines années, dépenser autant, mais avec une efficience du système au rendez-vous. Alors, quand même, le manque de moyens, on a identifié une histoire et qui nous permet peut-être de l'évoquer. Frédéric Pommier est journaliste à France Inter. Il a profité de l'exposition que lui donne cette antenne et la possibilité d'intervention qui existe pour lui à France Inter pour raconter l'histoire de Suzanne, sa grand-mère, qui est dans un EHPAD et qui, elle en témoigne, souffre d'un manque cruel de moyens. On écoute Frédéric Pommier. Elle s'appelle Suzanne et elle a 95 ans. Voilà 9 mois qu'elle vit dans un EHPAD en Mayenne. Ce qui la dérange, c'est d'abord la nourriture. Insipide, indigne, tout ressemble à de la bouillie. Même à des animaux, on n'oserait pas servir des plats aussi mauvais. On économise sur tout, sur la nourriture, sur les couches et parfois même sur l'eau. D'ailleurs, Suzanne n'a droit qu'à une douche par semaine. Une douche par semaine. Quand on entend ça, on se dit c'est insupportable en fait. C'est évidemment insupportable. Je pense que c'est des moyens, là. Là, ce sont des moyens. Uniquement des moyens. Je visite un EHPAD par semaine depuis que je suis ministre. Et je vois de tout, en fait. C'est-à-dire des EHPAD qui, effectivement, dysfonctionnent. Des EHPAD qui n'ont pas les moyens. Il y en a beaucoup qui dysfonctionnent? Il y en a qui dysfonctionnent. Et c'est vrai que parfois, on voit dans les reportages, d'ailleurs, des choses totalement intolérables. Et quand vous voyez ça, qu'est-ce que vous dites? Vous les fermez? Non, pas du tout. Qu'est-ce que vous essayez de faire? Il y a deux problèmes, en fait. Il y a un premier problème aigu qui est lié à la réforme de la tarification des EHPAD et sur lequel nous voyons bien qu'aujourd'hui, la façon dont ils sont financés ne correspond pas
à la réalité des personnes qu'ils prennent en charge. Notamment, les EHPAD ont été conçus comme des maisons de retraite. Et aujourd'hui, les personnes arrivent de plus en plus tard, elles restent très longtemps à leur domicile, elles ont des besoins en soins qui ont énormément augmenté. Et donc, nous rajoutons un budget énorme cette année pour créer des postes d'infirmières, d'aides-soignantes. Combien ? Donc 100 millions d'euros cette année sur les EHPAD. Pardon. Après, ce sont les EHPAD qui vont se répartir cette somme en fonction du nombre, enfin de la gravité de l'état de santé de leurs résidents. Donc il y a des barèmes et les EHPAD vont être donc financés en fonction de la gravité des personnes qui résident. Par ailleurs, il y a tout un travail que nous faisons sur la qualité de vie des personnels, parce que ce sont des personnels qui ont très peu de perspectives de carrière, donc nous travaillons là-dessus. Mais il y a un problème plus général qui concerne la prise en compte de la dépendance en France. Or, les EHPAD sont financés à moitié par les départements, à moitié par l'État pour la partie soins, et à moitié par les départements pour la partie dépendance, c'est-à-dire l'aide au quotidien des personnes qui vont faire manger la personne, etc. Or, cette partie dépendance aujourd'hui, nous voyons bien qu'elle va être un enjeu de société dans les années qui viennent. On va passer de 1,5 million de personnes de plus de 85 ans à 5 millions de personnes de plus de 85 ans en 2050. Et aujourd'hui, il faut que la société réfléchisse à ce qu'elle veut mettre en termes de financement et d'accompagnement de la dépendance. Et les EHPAD aujourd'hui, c'est cela que révèle le mal-être. C'est-à-dire que certes, on peut toujours mettre de l'argent sur les soins, mais il y a l'enjeu de la prise en compte de la dépendance qui va être le sujet que j'aurai à traiter dans les années qui viennent. Le discours sur zéro augmentation de taxes, pas d'impôts nouveaux, est un discours qui n'est pas réaliste. Si on vous écoute, Agnès Buzyn, il y a besoin de moyens supplémentaires, donc il faudra bien les payer. On peut faire un système d'assurance collective comme la sécurité sociale, c'est ce qu'on appelle le cinquième risque. D'autres prônent des assurances privées, c'est-à-dire que chacun... Moi, je vais lancer le chantier. Je souhaite lancer ce chantier parce qu'on ne peut pas... Ça ne peut passer que par un risque collectif, cinquième risque. Nous en discuterons collectivement. Ça n'est pas votre opinion. Ça fait des années que ce sujet est sur la table sans que personne s'en empare réellement. Donc je crois que le moment est venu. La crise des EHPAD, elle est symbolique de ce malaise parce que personne n'a vraiment ouvert. La loi d'adaptation de la société au vieillissement a évoqué des pistes mais n'a pas réellement... donner de solution au problème de la dépendance qui va s'accroissant. Moi, je crois qu'il y a aussi un autre enjeu qui est de bien vieillir. Aujourd'hui, nous avons aussi une dépendance qui survient très tôt et je veux qu'on favorise la prévention pour vieillir mieux le plus longtemps possible. Et ça, c'est un sujet particulièrement vrai en France. C'est moins vrai dans les pays du Nord où on vit vieux mais en bonne santé. Donc le chantier est... le chantier devant nous va s'ouvrir. 8h50, l'essentiel de l'info, Edwige Coupez. C'est parti pour les 23e JO d'hiver à Pyeongchang, en Corée du Nord. La cérémonie d'ouverture, c'est ce midi, heure française. Les deux Corées vont défiler ensemble par moins 4 degrés. Température glaciale qui a découragé d'ailleurs plus de la moitié de la délégation française. Ils seront 48 sportifs français à marcher derrière le porte-drapeau Martin Fourcade. Évitez de prendre votre voiture. Les consignes à nouveau en Ile-de-France face aux nouvelles chutes de neige qui sont attendues ce matin. 27 départements des Hauts-de-France au Limousin sont placés en vigilance orange. Dans la plupart, les transports scolaires sont suspendus. Trafic normal pour le métro et le RER à Paris et quasi normal pour les bus et les trains de banlieue. C'est l'un des grands chantiers du gouvernement pour lutter contre le chômage, la réforme de l'apprentissage. Après des mois de concertation, Édouard Philippe dévoile tout à l'heure les choix du gouvernement. En jeu notamment le transfert de la gestion de l'apprentissage des régions vers les branches professionnelles. Strasbourg, dernier qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France, une première depuis 16 ans. Les Strasbourgeois joueront contre Chambly, équipe de nationale. Et l'affiche de ces quarts, c'est PSG-OM. France Info. Agnès Buzyn, qui est ministre des Solidarités et de la Santé, l'invité de France Info ce matin, Jean-Michel Apathy. Dans ce contexte difficile, le gouvernement annonce un plan volontaire de fonctionnaires, un plan qu'a critiqué hier, il était notre invité, l'ancien Premier ministre Manuel Valls. Trop souvent, nous avons uniquement parlé des fonctionnaires comme s'ils pesaient, comme s'ils coûtaient cher, sans jamais parler de leur mission, du rôle de l'État. C'est ce débat qu'il faut ouvrir, plutôt que de commencer par le sentiment donné, par le sentiment d'une forme de punition, de coup de bâton, qui ne me paraît pas aller dans le bon sens. Voilà, c'est un plan de départ volontaire.
Est-ce que l'hôpital est concerné par ce plan? Absolument pas. La fonction publique hospitalière n'est absolument pas concernée. La raison pour laquelle a été évoqué ce plan départ volontaire, c'est que vont être re-questionnées les missions des fonctions publiques, qu'elles soient territoriales ou de l'État. Et que si certaines missions sont abandonnées, il faudra que les fonctionnaires retrouvent une autre place que celle qu'ils ont actuellement. La fonction publique hospitalière, sa mission, elle est claire. On a besoin de fonctionnaires dans le monde hospitalier aujourd'hui, on recrute, on a besoin de médecins, on a besoin d'infirmières, d'aides-soignantes, et clairement les missions de l'hôpital ne vont pas être abandonnées. Donc cette fonction publique... Vous aurez des possibilités de recrutement dans les années futures? On verra en fonction des restructurations qui vont avoir lieu dans les années qui viennent. Il y a une grande réflexion sur la place de l'hôpital et je vais ouvrir ce chantier aussi prochainement. Vous deviez faire des annonces d'ailleurs en février, avez-vous dit, sur l'hôpital? Oui, elles vont arriver, Monsieur Apathy. Elles arrivent, nous y travaillons. Le 8. Ah oui, c'est un peu tôt. C'est un peu tôt. Le 9, nous sommes le 9. C'est un peu tôt, mais elles vont arriver parce que dès mon arrivée au gouvernement, j'ai estimé qu'il y avait un sujet hôpital et ce sujet doit être traité. Aujourd'hui, l'hôpital a fait perdre le sens aux soignants de la mission parce que la façon dont il fonctionne n'est plus adaptée à ce que ressentent les personnels qui y travaillent. Et ça rejoint la question des départs volontaires. Il est hors de question de proposer des départs volontaires dans l'hôpital. Dans l'hôpital, d'accord. Il faut rendre confiance à ces professionnels qui font un travail formidable au quotidien et qui sont fatigués. Et pendant ce temps, que font les mutuelles? Elles augmentent les cotisations, tiens. Alors oui, nous allons augmenter nos cotisations en 2018, d'abord parce qu'il y a une nouvelle convention médicale et que cette convention médicale décidée en 2016, qui s'applique en 2017, elle porte par exemple la consultation du médecin généraliste à 25 €. À la fin, c'est toujours les mêmes qui payent. Hein. À la fin, les dépenses de santé augmentent chaque année dans notre pays. C'est légitime cette augmentation des je ne suis pas là pour commenter, évidemment. Je ne suis pas responsable des tarifs des mutuelles. Mais... Vous pouvez avoir un avis sur la question. Non, j'ai un avis. Les dépenses de santé augmentent. C'est clair, elles augmentent de au moins 2% par an. C'est ce qu'on appelle l'ONDAM qui augmente. Et donc les mutuelles répercutent cette augmentation des dépenses de santé. Quand les médicaments sont plus chers, l'assurance maladie va débourser plus pour les médicaments, mais les mutuelles vont aussi débourser plus pour les médicaments. Donc quelque part, c'est un mouvement général d'augmentation des dépenses de santé qui sont répercutées dans les prix des mutuelles. Après, les mutuelles ont des choix dans le panier, dans l'offre qu'elles proposent. Elles ont des choix de rembourser tel acte ou de ne pas rembourser tel acte. Et après, c'est la liberté de chaque citoyen de choisir une mutuelle qui corresponde le mieux à ses besoins et de choisir des mutuelles les plus responsables possibles, qui peut-être n'ouvrent pas une perspective de remboursement sur un champ très vaste et qui se concentrent sur l'essentiel, c'est-à-dire les soins nécessaires. Et du coup, en partant de ces augmentations de cotisations de mutuelles, on s'est demandé si la promesse du candidat Macron, que nous allons réécouter ensemble, Agnès Buzyn, était très réaliste ou finalement si c'était toujours les mêmes qui d'une manière ou d'une autre paieraient. On écoute Emmanuel Macron. S'agissant des lunettes, des prothèses dentaires et de l'audition, je fixe l'objectif de 100% de prise en charge d'ici 2022. Ça, on a du mal à y croire, pour vous dire la vérité. Ah non, on y travaille extrêmement sérieusement. Ça va coûter combien? Alors, avant de dire ce que ça coûte, il faut savoir que le reste à charge des Français sur l'optique, les audioprothèses et le dentaire est énorme. Bien sûr. Sur les audioprothèses, c'est quasiment 50%. Et donc, il n'y a que 30% des Français qui sont appareillés. Or, ça participe à la dépendance. Les dents aussi, c'est beaucoup? Et les lunettes, tout est... Tout, voilà. Donc aujourd'hui, nous avons une première étape. Nous travaillons sur ce que doit être le panier de soins remboursable, c'est-à-dire ce qui est nécessaire aux Français, ce qui est de qualité, dans les 3 champs. Et nous travaillons ces 3 champs indépendamment les uns des autres parce que les professionnels qui y travaillent sont extrêmement différents. Et nous essayons de trouver des moyens de faire des économies dans la chaîne de valeur de ces 3 filières de prise en charge. Ça sera 100% d'un coup, ça sera progressif Alors, la mise en œuvre sera probablement progressive parce qu'il va falloir réorganiser des filières de prise en charge où il y a beaucoup d'acteurs. Dans l'optique, il y a ceux qui produisent les lunettes, ceux qui produisent les verres, il y a les opticiens, il y a les ophtalmos, il y a les orthoptistes. Donc, nous allons travailler avec tous ces acteurs et nous le faisons actuellement dans la concertation. L'objectif, c'est donc la définition du panier de soins, ensuite une négociation pour voir où est-ce qu'on peut faire des économies, et puis ensuite une négociation entre l'assurance maladie
et les mutuelles pour voir qui prend en charge, s'il y a un surcoût, qui prend en charge. Il y aura un surcoût pour l'assurance maladie, à l'évidence dans certains champs, notamment le dentaire. Que vous ne chiffrez pas encore, bien sûr. Et vous pensez que cette réforme, c'est avant la fin du premier ou du deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron? Alors, il y aura... Nous mettons tout en œuvre pour expliquer comment la réforme sera réelle pour le quotidien des Français en juin. Donc les négociations qui ont lieu aujourd'hui devraient se terminer fin mai. Merci beaucoup Agnès Buzyn. Bonne journée à vous. Merci.